Au risque de te décevoir, je n'ai pas été foudroyée. En fait, tu vois, j'avais pas particulièrement de velléité entrepreneuriale dans l'absolu. C'est-à-dire que j'étais pas en train de me dire je veux créer une boîte et je cherche mon sujet. C'était plutôt, enfin d'ailleurs, j'avais plutôt un profil pas spécialement entrepreneur, assez studieux, prépa, école, encore école, banque. Enfin, bon. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait prépa école. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, c'était pas non plus le truc très cow-boy, quoi. Et c'est plus qu'en fait, je voulais m'atteler à ce sujet qui me paraissait être une sorte d'aberration. De me dire, il y a 1400, 1500 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des Français et les banques prennent 50 milliards sur le dos des déposants. Enfin, normalement, il y a des gens dans la rue pour moins que ça en France, tu vois. Mm-hmm. Et donc, je voulais m'attarder sur ce truc qui me paraissait être un peu une sorte, en finance, on dit une opportunité d'arbitrage, quoi. C'était, il y a un problème, c'est mal pricé, quoi. Enfin. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur FinScale pour un nouvel épisode avec comme invitée Karen-Laure Bregène, qui est la CEO et la fondatrice de Swave. Salut Karen-Laure. Salut Solène. Ça va ? Ça va et toi ? Merci beaucoup de me recevoir. Ravie. On a beaucoup de choses en commun parce que tu as un passé dans la finance, notamment les taux. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Et tu as lancé il n'y a pas très longtemps une boîte, une société, une start-up en 2024. Tu as déjà fait une levée de fonds. Ça y est, tu as déjà déployé le produit. Tu vas nous expliquer tout ça. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de marché des taux. Ouais, avec plaisir. Donc effectivement, donc je m'appelle Karen-Laure, j'ai 33 ans et avant de lancer Swave en 2024, dont on reparlera, j'ai travaillé pendant 7 ans dans les salles de marché d'une grande banque française. Et donc j'étais quant dans une équipe qu'on appelle Quantitative Investment Strategies. Donc c'est un mot un peu barbare pour dire très simplement qu'on était gestionnaire d'actifs, mais gestionnaire d'actifs avec la spécificité de vouloir gérer l'argent de nos clients, institutionnels en l'occurrence, de manière complètement systématique avec des algorithmes d'investissement sans prendre aucune décision discrétionnaire. Ce qui nous permettait du coup de gérer des montants des encours beaucoup plus importants avec beaucoup moins de monde, etc. Donc il s'agissait... Alors moi j'ai commencé ma carrière sur le marché actions, puis avant de passer sur le marché fixed income, donc crédit, taux, devises, et j'ai plus spécifiquement développé l'activité en fait de crédit algorithmique qui n'existait pas à l'époque à la BNP, donc vraiment tout était à faire de zéro. Et donc c'était une aventure assez intrapreneuriale quelque part au départ. Et donc donc moi c'était, alors je faisais du taux et des devises en certaines parties de mon temps, mais j'étais vraiment beaucoup plus focalisée sur le crédit. Donc le crédit, pour rappel, c'est vraiment la dette qui est émise par les entreprises. Donc on était sur des obligations corpo, des CDS, etc. D'accord. Et après je sais pas si j'ai répondu à ta question. Moi j'adore creuser ce marché des taux parce que je connais un petit peu. C'est vraiment le tout début de ma carrière et j'ai toujours plaisir à y retourner. Je suis retournée sur quelques épisodes. Mais du coup, tes clients institutionnels, c'était qui par exemple ? En fait, on structurait des algos pour des assureurs, des pension funds, des asset managers, beaucoup. Donc, principalement cette typologie de clients-là. Et après, en fait, souvent, on avait des algorithmes qu'on créait on the shelf. Donc, on créait parce qu'en fait, il y avait de la prime, on créait de l'alpha, du bêta, du smart bêta, etc. Et après, parfois, il y avait des gros instituts qui venaient nous voir, parfois d'autres banques d'ailleurs aussi, qui venaient nous voir en nous spécifiant un cahier des charges avec un besoin. Je sais pas, j'ai une exposition à telle géographie, à tel truc, j'aimerais me hedger ou alors j'aimerais récupérer telle prime de risque sur tel marché. Donc là, on lui crée un algorithme spécifique. Donc voilà, mais c'était effectivement plutôt des gros instituts, là où avec Swave, comme on va en parler plus tard, je me suis portée sur un tout autre marché, quoi. Voilà. Dont on va parler. Alors, le sujet de l'épargne et des comptes dormants. Alors moi, les comptes dormants, la première fois que j'ai entendu parler de ton business, je pensais que c'était une activité autour des comptes dormants. Ce sont des comptes qui ne sont absolument pas, je dirais, qui sont tenus par les établissements bancaires, mais où il n'y a aucune interaction avec les détenteurs. Et en fait, en creusant et en discutant avec... Tu vois de quoi je veux parler ? Oui, bien sûr. Les comptes qui ne sont pas réclamés, en fait. Exactement. Les gens ont oublié. Alors, j'étais étonnée. Je me disais, tiens, c'est intéressant, on va creuser. Et puis, Thomas Kasky nous a mis en contact. Et quand on avait échangé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un pain point qui était bien plus profond, en fait, bien plus complexe que ces comptes dormants. C'était l'épargne dormante. Ouais. J'aurais aimé qu'on revienne sur ce problème de l'épargne dormante parce qu'on se rend compte qu'il y a des volumes énormes partout en Europe, mais là, en l'occurrence, le marché français. J'aimerais que tu reviennes justement sur ces chiffres-là et que tu nous expliques un petit peu les causes de cette épargne qui est juste stockée sur des comptes courants.
Ouais, donc comme tu disais, c'est un problème d'une ampleur assez importante. En France, on a aujourd'hui plus de 1200 milliards, entre 1200 et 1300 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des Français. Et quand on dit dormant, effectivement, c'est dormir au sens où cette épargne n'est pas rémunérée. Donc en fait, cette épargne n'est pas rémunérée du point de vue des déposants. Elle l'est pour autant du point de vue de la banque qui dépose à la BCE et qui gagne des milliards d'intérêts chaque année sur cette épargne. Et en fait, les raisons qui amènent à ça, en fait, quelque part, elles sont complexes et c'est multifactoriel. Mais le constat de base, c'est que les Français est une population. Les Français sont des gens qui, globalement, ont une grosse aversion au risque. Ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de l'immobiliser. Donc, c'est les deux craintes principales. Peur de perdre son capital et peur de ne pas avoir accès à son argent qui soit bloqué alors qu'on en aurait besoin. Ils ont du mal à se projeter à des horizons temporels lointains. Et donc, en fait, le résultat des courses, c'est que, au moins, ils en font rien et qu'il y a des gros montants qui dorment sur les comptes courants des Français. Tu vois, dans les chiffres de la Banque de France qui sont publiés chaque année, on voit qu'on a 11 millions de comptes courants sur lesquels il y a plus de 10 000 euros. Et en moyenne, sur cette taille-là, tu as plus de 50 000 euros sur les comptes courants de cette partie-là de la population. Donc, c'est vraiment un problème assez important. Et dès lors qu'on peut dire à ces gens-là, en fait, il y a différentes catégories de placements qui présentent la même réassurance et les mêmes garanties qu'un compte courant, mais qui en plus donnent du rendement, là, ça change un peu la donne. Tu attribues ça à une aversion au risque ou c'est pas nécessairement dû au fait que ça peut être dû au fait que les Français n'ont pas nécessairement une grande culture financière. J'en avais parlé avec Mathias Bacchino, que tu connais probablement, qui est Managing Director de Trade Republic sur France Benelux. Et c'était un des points qu'on avait creusé, tout ce phénomène d'évangélisation du marché. Tu ne penses pas qu'il y a ce point-là également qui est quand même prégnant? T'as complètement raison. Donc, il y a le premier problème qui est, on va dire, la faible culture financière des Français. Donc, même concernant le sans risque, on va dire que les Français n'ont même pas connaissance de l'existence de ces placements. Donc, il y a un problème de awareness. Et c'est vrai que moi, je m'y confonds souvent. D'ailleurs, quand j'explique à nos clients ou à nos prospects, on a des placements qui sont 100% capital garanti, rendement garanti, où ton argent n'est pas bloqué, ou alors disponible sous 30 jours. Bien souvent, je me prends des espèces de superbes blagues sur Bernard Madoff et vraiment, les gens ne savent pas que ça existe. Donc, même sur le sans risque, on a un problème de connaissance et on a un problème de culture financière plus globale. Et là où je rejoins totalement un Mathias Bacchino, par exemple, c'est qu'on a une sorte de mystification de l'industrie financière où tout est fait pour que ce soit assez opaque et que rien ne soit clair pour personne. On va dire que c'est une industrie qui s'attache presque à rendre les trucs peu clairs. Et donc ça n'aide pas. Après, sur le sujet spécifique du sans risque, il y a donc le problème des connaissances. Mais pourquoi finalement ces placements ne sont pas connus? C'est aussi parce qu'en fait, on a un gros désalignement d'intérêts entre les clients finaux et les banques. Les banques ne s'attellent pas du tout à faire la promotion de ces placements, puisqu'en fait, elles ont gagné 50 milliards d'euros sur les dépôts des comptes courants en 2023 et 45 milliards d'euros en 2024. Donc dès lors qu'on comprend ça, on comprend qu'en fait, il y a un problème. Et en fait, même dans le cas où tu connais cette typologie de placement et que tu vas la réclamer à ta banque, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Sur le large spectre des placements financiers qui vont du moins risqué, donc livrés compte à terme, au plus risqué, je vais dire des unités de compte en actions leveragées ou des produits, structurés très exotiques, en fait, elles vont nécessairement pousser les plus risqués puisqu'ils sont beaucoup plus margés. Et en gros, pour faire simple, la marge que peuvent prélever les institutions financières sur des placements sont proportionnelles au risque. Donc, elles sont très, très incitées à proposer des placements inutilement complexes et très margés. Et donc, d'ailleurs, si nos auditeurs essayent d'en faire l'expérience et qu'ils demandent et qu'ils sollicitent leur banquier péniblement, ça va être fastidieux, mais pour avoir accès à ces placements sans risque, ils vont vous expliquer par A plus B qu'il faut absolument pas faire ça, qu'il faut faire de l'assurance vie en unité de compte, etc., etc. Donc, bref, il y a toute cette complexité de connaissance, et une fois même qu'on a connaissance du placement et qu'on est sûr qu'il existe, d'accessibilité, parce que tout le système est fait pour qu'on n'y aille pas, quoi. Je l'ai vécu, moi, je reviens à chaque fois pour les auditeurs, c'est la même histoire, mais ne serait-ce qu'un dépôt à terme, c'est un bête dépôt à terme à 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça a l'air de rien, mais en fait, ça m'a demandé 3 call téléphonique avec un banquier, donc face to face. Ah ouais, carrément. Ouais, et en fait, c'était affligeant. Peut-être qu'il voulait juste te revoir, en fait. Non, c'était une banquière au départ, et elle est arrivée avec du produit structuré, capital garanti, avec un sous-jacent action. Mais capital garanti à l'échéance, ça a son importance. Oui, on en reparlera. Non, tout à fait. Donc pas de possibilité de secondaire. Et même si je lui ai dit que je connaissais quand même très très bien ces produits que je n'en voulais pas, elle est quand même venue avec ça. Et il a fallu, je pense, 2 mois avant de mettre en place un dépôt à terme. Ah, mais c'est insupportable. Et pendant ce temps-là, tu n'as pas gagné tes intérêts qui t'étaient dus, finalement.
Tout à fait. Et les différences d'un établissement à l'autre, pour l'avoir encore une fois testé, sont assez incroyables. Alors, il y a j'aurais aimé peut-être qu'on revienne un petit peu sur de la technique, parce que tu sais que j'aime ça. Pour les auditeurs qui nous écouteraient, qui ne sont pas donc, dans cet environnement-là et qui ne connaissent pas nécessairement la typologie des produits, sur des produits institutionnels, on connaît les certificats de dépôt, on connaît les billets de trésorerie, ce genre de choses. Sur de la clientèle retail, donc on parlait des dépôts à terme, il y a aussi des fonds monétaires. Est-ce que tu pourrais nous dresser, en tout cas nous donner quelques éléments pour qu'on découvre avec toi ce qu'on peut faire quand on est épargnant et qu'on a du cash actuellement, même si tout n'est pas encore accessible? D'accord. À quoi on peut s'attendre? Ok. Donc le champ des possibles, en fait, quand on est épargnant et qu'on a du cash, il est assez vaste. Et c'est ça qui est une partie de la complexité. Et je ne sais pas si ta question adressait la partie sans risque ou juste le spectre très large des possibles. Non, pas la partie sans risque, très low risk. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on a de l'épargne réglementée en France, qui est une singularité très française. Donc si on veut aller sur du sans risque, il y a le livret A, le LDDS, etc., qui sont des supports sans risque, liquides et garantis, mais qui sont du coup, comme réglementés par l'État, limités. Donc on a le droit d'en ouvrir un par personne uniquement, capé à 22 950 € pour le livret A. Et une fois que ce plafond a été atteint, on ne peut plus utiliser le support. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à ce jour, on a 45% des encours du livret A qui sont sur des livrets A déjà capés et 60% sur les livrets de développement durable qui sont sur des livrets déjà à leur plafond. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'épargne réglementée. Ensuite, dans le scope du sans risque, tu as les fonds euros chez les assureurs qui sont dans l'enveloppe de l'assurance vie. On a deux options, le fonds euro et les unités de compte, qui sont extrêmement différents. On peut en reparler si tu veux, mais vraiment, ça, c'est un vaste sujet. Vraiment, j'avais fait un focus avec un épisode aussi pour décrire. On ne va pas revenir, donc j'invite mais en gros, les auditeurs à réécouter. Qui est du sans risque, mais qui est un produit très inefficient à bien des égards. Et en fait, l'enveloppe de l'assurance vie, c'est une enveloppe qui est extrêmement margée à tous les niveaux, les marges de l'assureur, les marges du dessous, les marges d'entrée-sortie, etc. Bon, ouais. Et après, on a trois autres catégories de placements, qui sont plutôt les placements qui, en tout cas, nous intéressent chez Swave, qui sont les comptes à terme, les livrets. Donc, ces deux catégories de placements, c'est des placements qui sont strictement sans risque dans la mesure où ils sont garantis dans un premier temps par la banque à 100% et puis par la Caisse des dépôts à hauteur de 100 000 € par client et par banque. Donc, ces deux couches de garantie successives font que ça devient littéralement presque impossible de perdre sa mise initiale et de perdre son argent. Et donc, ce sont les mêmes garanties que sur un compte courant, mais avec de la rémunération. Les différences, c'est que les comptes à terme, ce sont des placements où en fait, on va choisir une échéance, donc 6 mois, 12 mois, 24 mois, etc., jusqu'à 60 mois. Bien souvent, les gens aiment bien rester en dessous de 24 mois parce que l'intérêt, c'est aussi d'avoir des placements très court terme. Donc, sur un compte à terme, on a une garantie en capital, on a une échéance très claire où on sait la durée que va durer notre placement et le moment auquel on va récupérer son argent. Et on a en plus, jackpot, un rendement qui est garanti dès la souscription. Donc, en fait, dès le jour où on souscrit à son placement, on connaît le rendement qu'on va avoir. Donc, c'est un placement où, en fait, il n'y a aucun aléa. Il n'y a aucune volatilité, si tu veux. Et donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait une boule de cristal où on savait exactement ce qui allait se passer sur son placement. Ce qui n'arrive jamais, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs même pas le cas pour les autres placements sans risque dont on vient de parler. Typiquement, tu vois, sur un fonds euro, en fait, tu vas découvrir ton rendement ex post l'année d'après. Donc, toi, tu as investi le 1er janvier. Il faut attendre le 31 décembre pour que l'assureur fasse sa petite popote interne pour dire tiens, ton rendement, c'était tant. Et souvent, tu es très déçu, mais c'est trop tard parce que l'investissement a été fait, c'est passé. Donc, voilà. Donc, l'avantage du compte à terme, c'est celui-là. Capital garanti. Rendement garanti, capital garanti tout au long du placement d'ailleurs, rendement garanti depuis jour 1 et durée assez courte, durée au choix entre 6 mois et 60 mois, assez courte. Et d'ailleurs, si jamais l'envie t'en prend de récupérer tes sous pendant la vie de ton compte à terme, tu peux les récupérer assez rapidement sous 32 jours. Donc, c'est avec une petite pénalité quand même. Alors, c'est vrai que si tu les récupères avant l'échéance que tu as choisie, le rendement est plus faible que celui qui était souscrit, mais ça reste complètement déterministe puisque c'est écrit dans ton contrat. C'est-à-dire qu'on te dit, si tu vas jusqu'à ton échéance, mettons, de 12 mois qui était prévue, tu vas récupérer, je dis n'importe quoi, 3%. Et si tu sors entre 0 et 6 mois, tu vas récupérer 2%. Et entre 6 mois et 12 mois, 2,5%. Donc, tu le sais en avance quelque part. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, ça, c'est le compte à terme. Ensuite, on a le livret où il y a les mêmes garanties en capital. Mais là, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'échéance. Donc, il n'y a pas de concept de durée. C'est un placement qui ne finit jamais. Où on peut faire des virements entrants et sortants à souhait. Donc, c'est très flexible. En contrepartie de quoi, le taux peut changer. Donc, on va souscrire à un livret à un instant T, par exemple, il va livrer 3%. Mais la banque se réserve le droit de changer ce rendement quand elle le souhaite. Et après, on a les fonds monétaires. J'allais y venir.
Et donc, les fonds monétaires, qui sont, pour le coup, qui ne sont pas des placements qu'on pourrait qualifier de sans risque, dans la mesure où le capital n'y est pas garanti, ni par aucune banque, ni par la Caisse des dépôts, ni par personne. Oui, mais quand tu investis dans un fonds Fidelity Money Market Euro, qui investit derrière dans des certificats de dépôt émis par du AAA... Oui, alors oui et non. Alors voilà, j'adore les fonds monétaires. Enfin, moi, j'ai structuré les fonds obligataires et tout, donc on peut en parler. Mais donc déjà, en Europe, tu as 4 catégories de fonds monétaires qui vont... et les 4 sont qualifiés de fonds monétaires, mais tu as 4 catégories qui vont en gros du moins risqué au plus risqué, sachant que les différences, c'est le mix d'obligations gouvernementales versus autres actifs. Donc la première catégorie, la moins risquée, c'est, je sais plus, 99,5% d'obligations gouvernementales court terme, avec une duration moyenne, enfin donc une durée moyenne des obligations très courte. Je sais plus, je crois que c'est inférieur à 3 mois, un truc comme ça. La catégorie d'après, on a le droit de mettre un peu plus d'obligations corporate et un petit peu d'actions, hein, la catégorie d'après, etc., etc. Donc, en gros, mon point, c'est de dire oui, les fonds monétaires sont des actifs très peu risqués. Avec une liquidité quotidienne. Avec une liquidité quotidienne, mais ne sont pas des actifs sans risque. Non. Il y a pas mal de passages dans l'histoire, même sur le fonds Fidelity, où tu peux trouver des périodes où, en fait, entre telle et telle date, tu as des moins-values. Non, mais oui, c'est vrai. Donc, c'est une petite subtilité qu'il faut juste garder à l'esprit. C'est des actifs qui ont un SRI, on va dire un score de risque. Tous les placements, en fait, sont scorés de 1 à 7 en termes de risque, et qui ont un score de 1, donc c'est très peu risqué. Mais c'est pas sans risque. Voilà, c'est pas sans risque. Mais après, moi, à titre personnel, tu vois, je suis pas du tout allouée en actions, etc. Mais je suis allouée en compte à terme livret, épargne réglementée, fonds monétaires. Donc, je considère que c'est quand même quelque chose de très peu risqué qui peut offrir qui peut répondre à un besoin, le besoin qu'on est en train de décrire du français typique qui a peur du risque. Voilà. Et après, bon, je sais pas dans quelle mesure tu veux qu'on aille dans ce genre de détails. Non, mais pas trop dans le détail. Voilà. Mais bon, le fonds monétaire, il se donne pour objectif de délivrer ce qu'on appelle la performance du taux sans risque. C'est son benchmark, donc c'est ce à quoi il aspire. Et l'asset manager, derrière, il va acheter, il va vendre des obligations, etc. pour avoir espoir d'avoir une performance alignée avec ce taux sans risque qui est le taux en fait de facilité de la BCE. Mais en aucun cas, tu as la certitude non plus qu'il va arriver à traquer cette performance comme il le voudrait. Voilà. Oui, tout à fait. Et dernier parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, et moi j'ai vu, au moment où il y avait la crise des subprimes, des structurations, on avait fait de la structuration auprès de, je ne dirais pas qui, mais peu importe, avec derrière du Lehman, des billets de trésorerie, des certificats Lehman Brothers, et donc pour du capital garanti 100% à maturité, et du jour au lendemain, je l'ai vécu, ça valait zéro. Donc les pauvres clients qui avaient souscrit dans ce produit-là se sont retrouvés avec 0 à la place de 100% du nominal. Ouais, tout à fait. Parce que c'est ça, c'est le point, c'est quand on dit que c'est garanti en capital à 100%, la question c'est par qui en fait. Et donc quand c'est garanti, les structurés dont tu parles, qui sont des papiers émis par les banques, le risque de contrepartie c'est la banque. Ben voilà. Donc si la banque disparaît, et donc les faillites bancaires sont rares, mais elles existent, les Lehman Brothers, Crédit Suisse, bref, malheureusement. Et donc ces papiers-là n'ont plus aucune valeur et ils ne sont pas couverts par la fameuse garantie de la Caisse des dépôts dont on parlait. Versus les dépôts rémunérés, compte à terme livrés, qui, eux, en dernier ressort, sont garantis par cette Caisse des dépôts-là. Donc, effectivement, produit structuré, 100% capital garanti, si la banque fait faillite, c'est 0. Risque émetteur. Écoute, c'est top. Merci d'avoir pris ce temps-là. Alors, pourquoi tu t'es intéressée à ce domaine ? Tu étais en salle des marchés, tu devais très, très bien gagner ta vie. Et puis, du jour au lendemain, tu as été foudroyée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là, Solène, au risque de te décevoir, je n'ai pas été foudroyée. Et en fait, tu vois, j'avais pas particulièrement de velléité entrepreneuriale dans l'absolu. C'est-à-dire que j'étais pas en train de me dire je veux créer une boîte et je cherche mon sujet. C'était plutôt... d'ailleurs, j'avais plutôt un profil pas spécialement entrepreneur, assez studieux, prépa, école... encore école, banque, bon. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait prépa-école. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, c'était pas non plus le truc très cow-boy, quoi. Et c'est plus qu'en fait, je voulais m'atteler à ce sujet qui me paraissait être une sorte d'aberration. De me dire, 1400, 1500 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des Français et les banques prennent 50 milliards sur le dos des déposants. Normalement, il y a des gens dans la rue pour moins que ça en France, tu vois. Et donc, je voulais m'attarder sur ce truc qui me paraissait être un peu une sorte, en finance, on dit une opportunité d'arbitrage, quoi. C'était, il y a un problème, c'est mal pricé, quoi. Et donc, voilà, le marché était énorme et en janvier 2024, début janvier 2024, je me suis dit, je voulais m'attaquer à ce sujet, pas spécialement sous le format de création de boîte, pas nécessairement. Et puis en fait, après avoir regardé un peu les différentes options, les marchés, les outils qui n'existaient donc pas,
je me suis dit, ok, je vais essayer de me lancer là-dessus, mais on était au stade d'idéation à ce moment-là, enfin, plutôt, quoi. Ok. Et t'as fait un deck et t'as levé fait un deck en précis. Donc j'ai fait quelques slides très clairs pour autant, mais oui, c'était du pré-seed, donc clairement c'était pré-revenu, pré-produit. J'avais pas trop d'autres trucs à dire aux investisseurs que je pitchais que voilà le marché, voilà les chiffres de la BCE que j'ai, de la Banque de France d'ailleurs plutôt. Que j'ai réconcilié, voilà les options, voilà tous les placements qui sont mis à disposition des clients qui correspondent pas du tout à leurs besoins. Alors j'avais quand même fait un sondage que j'avais circulé auprès de à peu près 280 personnes où j'avais essayé de débiaiser un peu ma population pour le sondage, mais bon, c'était quand même assez biaisé avec une dizaine de questions et en ressortait, alors j'avais peut-être un biais de confirmation, mais en ressortait le fait qu'effectivement il y avait ces deux craintes-là qui étaient largement confirmées. En ressortait aussi le fait que 89% des gens avaient déclaré considérer que leur conseiller bancaire ne leur donnait pas de conseils et en plus qu'ils avaient l'impression que quand les conseils étaient prodigués, ils n'étaient pas donnés dans leur meilleur intérêt. Donc il y avait 89% des gens qui ont répondu oui à ces deux questions. Enfin, il n'est pas donc c'était quand même assez frappant. Et voilà, et donc en fait effectivement j'ai levé un pré-seed d'un peu plus de 2 millions d'euros. Et auprès d'investisseurs de business angel, principalement ? Ouais, auprès de quelques investisseurs classiques, VC, donc Aglaé Ventures, Motive Ventures, Schema Ventures, des choses comme ça. Mais c'est une cap table où il y a une quinzaine de lignes parce qu'on a eu pas mal de business angels aussi, et dont des fondateurs de la French Tech et dont des business angels classiques. Ok, donc tu as ce cash. J'ai ce cash, donc je me retrouve ton en slideshow. février, 3 semaines plus tard, avec donc le cash sur le compte. Et donc, à partir de là, effectivement, donc, comme tu l'auras compris, j'avais jamais bossé dans la tech, je venais du monde de la banque. Donc, j'ai dû apprendre en 6 mois, une dizaine de métiers que je ne connaissais pas. En passant par PM, web designer, mais aussi comptable, recruteur, sales, et voilà. Et t'étais toute seule quand tu faisais ça ? Quand tu t'es lancée ? Quand on s'est lancé, on était deux. Je m'étais associée avec une amie d'école d'ingénieur avec qui on avait étudié à l'époque. Mais cette association n'a duré que quelques mois. Donc je me suis associée avec un autre associé ensuite, qui lui est notre CTO actuel, qui s'appelle Nicolas, qui est formidable. Donc voilà, au moment de la levée de fonds, on était deux. Très vite, j'ai été du coup seule, et après, j'ai constitué une équipe tech pour développer le produit. Moi, j'ai joué le rôle de CPO quelque part parce que j'ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir dans le fait de faire le produit, même les web design, etc. Et donc, je me suis pas mal amusée à ça. Et après, j'ai fait aussi tous les autres trucs qui n'étaient pas en fait du développement pur, quoi. Moi, je l'ai vécu et j'ai été suivre un programme de formation dans un incubateur de start-up et ça m'a ouvert les yeux. Mais quand on est tout seul et qu'on n'est pas accompagné, comment on s'y prend pour se former sur le produit, sur le marketing, sur les sales, sur tout ça? Il y a tellement de sujets à creuser. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de sujets. Je me suis pas vraiment, j'ai pas vraiment pris vraiment le temps de me former au sens où on a l'habitude, tu vois, d'un point de vue académique, etc. Donc en fait, si tu veux, c'était à moitié de l'impro et à moitié après, en fait, faire un produit, être PM. Alors moi, j'ai toujours une appétence très personnelle qui n'a rien à voir sur le design. J'adore le design, j'adore la peinture, le dessin. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça dans ma vie, donc je pense que le côté web design me faisait plaisir par ailleurs. Mais le côté PM, à la fin, quand tu sais le produit que tu veux créer, tu te mets à la place de ton user et tu dis là le flow ça marche pas en fait, et là le bouton on le voit pas, et là donc tu itères progressivement et donc Figma est devenu mon meilleur ami et ça s'est fait assez progressivement, mais voilà. Et puis après des tutos, des trucs vraiment un peu à l'arrache, quoi. Ok, donc vous avez lancé le produit en tout début d'année. Ouais. Il ressemble à quoi ce produit ? Écoute, alors on a lancé le produit en B2C le 6 janvier pour être précise. Et donc ce produit, il est très simple. C'est un produit qui aspire à te donner accès à un parcours de souscription sans aucune friction, en 10 minutes, où tu peux souscrire en 10 minutes à des placements sans risque auprès des banques, des meilleures banques françaises. Donc nous, d'ailleurs, notre positionnement, c'est pas de dire on va avoir ton argent qui dort chez Swave, parce que ça créerait certainement pas assez de réassurance pour les Français, qui en plus sont averses au risque, mais c'est de dire on va te permettre en fait d'avoir accès à des placements sans risque auprès des meilleures banques établies que tu connais, mais d'éviter le pain de tout le parcours de souscription manuel, par mail, où tu négocies ton taux, et en plus après où tu as des souscriptions papier, où en fait finalement tu te rends compte qu'en plus le montant
montant minimum de souscription demandé par la banque est à 100 000 euros alors que toi, tu n'avais que 20 000 euros. Enfin, bon. Et donc, on t'évite tout ça. Et la proposition de valeur, c'est vraiment, tu t'inscris, tu te crées un compte, tu fais ta vérification d'identité naturellement. Tu n'as pas le choix que de faire ça. Et ensuite, tu choisis ton offre et en 10 minutes, ton placement est ouvert et tu peux juste finalement monitorer tes intérêts de temps en temps. Mais notre goal, c'est vraiment... Donc, je t'interromps. Ça veut dire que moi, j'ai un compte, mettons que j'ai un compte courant où il y a 5 000 euros chez BNP Paribas. J'ai envie de les placer dans votre solution de 100% capital garanti, dépôt à terme. Ou livré d'ailleurs. Ou livré. Je fais l'onboarding auprès de Swave, mais mon cash va d'où à où? Alors, en fait, ton cash, donc toi, tu vas faire ton virement depuis ton IBAN de ton compte personnel vers un IBAN Swave. Et Swave fait la redirection. En fait, tu as ton wallet chez Swave. D'accord. Et ensuite, nous, on fait la redirection vers, par exemple, ton compte à terme chez Crédit Mutuel Arkea et ton placement. Voilà. Donc, et comment vous avez su convaincre ces établissements financiers, sachant que c'est du cash qui va partir, qui sera plus rémunéré au sein de l'établissement BNP. Là, on parlait de BNP. Qui va aller du coup chez Arkea. Comment est-ce que les banques vous connaissent? Comment vous avez négocié avec Arkea, etc. Ouais, bah c'était effectivement la partie la plus, on va dire, compliquée, parce que c'est finalement ce qu'on crée, c'est une marketplace qui met en relation des clients et des banques finales, et si effectivement il n'y a pas d'offre, c'est compliqué. Et les banques, comme tu le dis, n'ont pas spécialement intérêt à faire en sorte que potentiellement de décollecter leurs dépôts et qu'ils aillent vers des placements sans risque. Donc c'est compliqué, et en fait, d'autant plus compliqué qu'en France, le marché bancaire, il est très consolidé, donc tu as en gros 6 banques ou 6 groupes bancaires qui regroupent toutes les banques. Donc nous, on discute avec ces 6 groupes sans relâche depuis à peu près fin février, début mars 2024. Et ce sont des discussions très longues avec plein d'interlocuteurs différents, l'ALM, parce que gestion du cash, les trésoreries, l'innovation, les sales, les partenariats, enfin bref. Donc il y a beaucoup de parties prenantes qui n'ont pas tous des intérêts alignés. Après, pour autant, je pense que tout le monde a bien compris, est en train de comprendre. Là, on a signé plusieurs partenariats pour lesquels on est très content, mais il y en aura d'autres à venir. Les banques sont en train de comprendre que c'est quand même le sens de l'histoire. C'est-à-dire que c'est plus un secret pour personne que maintenant, en fait, l'argent doit être... Enfin, tout argent mérite salaire. L'argent doit fructifier avec le temps qui passe. Et donc, ces intérêts qui gagnent sur le dos des déposants, c'est aussi au risque d'avoir des problèmes réputationnels, au risque de plein de choses. Et puis, c'est vrai que les banques, elles redoutent une chose, c'est de devoir rémunérer les dépôts, mais ce qu'elles redoutent plus encore, c'est de perdre leurs dépôts. Et donc, dès lors qu'il y a une banque, 2 banques, etc., qui commencent à accepter de jouer le jeu, finalement, c'est un peu, tu vois, de la théorie des jeux, mais en fait, les autres banques sont finalement aussi un peu obligé de commencer à s'y mettre. Ouais, très intéressant. Alors, j'avais parlé de ce sujet-là avec Mark Templeman, que tu connais peut-être, qui est le CEO de Cashbee. Et revient là toujours la question que je trouve un petit peu épineuse pour des boîtes qui font ce genre de solutions, c'est comment tu vas aller, alors même si vous en êtes qu'au début, j'imagine que tu esquisses quand même une stratégie de go-to-market. Donc, comment est-ce que vous envisagez de mieux vous faire connaître auprès des épargnants et d'accroître la collecte au travers de votre solution? Ouais, tout à fait. C'est un enjeu effectivement majeur quand on fait du B2C. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai précisé, mais nous, on va faire du B2C et du B2B en parallèle. J'allais y venir. Parlons-en après. Donc voilà, le go-to-market B2B, il est un peu différent. Il est plus sales-oriented, etc. Et donc, c'est peut-être moins compliqué. Et le go-to-market B2C, effectivement, il faut vraiment se faire connaître massivement pour générer suffisamment de confiance et avoir des stratégies de marketing plus que de sales. Là, ce qu'on voit depuis le 6 janvier, donc concrètement, ça fait 10 jours, mais c'est que nos premiers clients sont vraiment hyper contents. Ils auraient des mails où ils ont l'air trop contents en mode mais ça m'a vraiment pris 10 minutes et c'était vraiment top et mon placement est vraiment ouvert et tout. Donc, on se dit déjà que tous ces premiers users vont être plutôt des bons ambassadeurs. Et puis après, nous, on avait eu la chance, quand on avait annoncé notre levée de fonds en juillet, d'avoir ouvert une sorte de liste d'attente, mais voilà, et sans avoir eu à dépenser 1 euro de marketing. Donc ça, c'était quand même vraiment la première good news du marché. On a eu des milliers et des milliers de personnes sur la liste d'attente, alors qu'on avait zéro pub. Et d'ailleurs, on recevait des mails vraiment étonnants, comme si on était en train de créer un vaccin contre le cancer, quoi. Alors que nous, on était juste en train de dire, ces placements, ils existent. Les banques se gardent bien de les promouvoir, mais en fait, vous pourriez y avoir accès. Et les gens ont l'air de vraiment dire mais c'est ça qu'on veut, en fait, ça répond à notre besoin, et donc merci de travailler, quoi. Donc le go-to-market, c'est à peaufiner, on pourrait peut-être en reparler dans un an. Voilà. Mais
mais voilà. Ce que vous avez quand même en tête, après j'ai lu le CP de l'année dernière, donc ça a peut-être changé, mais c'était d'avoir 500 millions d'euros en 18 mois avec 10 000 clients, c'est ça? Exactement. C'est notre goal à partir du lancement. Donc, en gros, on n'avait pas de produit jusqu'au 6 janvier. Depuis le 6 janvier, on a un produit qui est ouvert au public en B2C, une première version du moins. Après, on a plein de fonctionnalités qu'on veut développer au fil du temps, mais c'est vrai que l'objectif, donc d'ici mi-2026, c'est d'avoir collecté 500 millions d'euros, ce qui paraît pas aberrant au vu des sommes qui aujourd'hui sur les comptes courants des Français, avec 10 000 clients. Et tu parlais du B2B, c'est un sujet que j'avais abordé aussi avec Jean-Daniel Guyot, que tu connais peut-être, qui est le CEO de Memobank, parce qu'eux ont mis en place un DAT qui est vraiment hyper flexible, que tu peux changer. Et c'est très innovant d'un point de vue produit bancaire, parce que ça, j'en connais pas d'autres. Ouais, comment est-ce que vous abordez cette population business, corporate ? Oui, tout à fait. Alors, nous, d'ailleurs, on travaille avec Memobank dans la mesure où, comme je te disais, on est une plateforme, on aspire à devenir une sorte de marketplace où on référence toutes les offres qui te permettent de faire du sans risque, aussi bien en B2B en B2C. Donc, en fait, on référence notamment l'offre de Memo sur leur compte booster et leur DAT. Donc, on a déjà, on a travaillé ensemble, on a un accord de partenariat qui est établi, etc., avec eux. Donc, on trouve que c'est une super offre. Et d'ailleurs, tous ces acteurs qui sont potentiellement amenés à établir des vraies offres, parce que Memobank, d'ailleurs, est une des seules fintech qui est une véritable banque au sens de la CPR. Tu n'as que 2 fintech en France, United et Memobank, qui sont des vraies banques. Toutes les restes, c'est pas vraiment des banques. Et donc, il faut avoir cette accréditation pour se permettre de mettre en place cette typologie de placement que sont les dépôts, en gros, les dépôts rémunérés. Alors déjà, on a eu de l'inflow, entre guillemets, si je puis dire, sur toutes les boîtes un peu tech qui avaient levé de l'argent et qui avaient eu connaissance de notre solution, soit par des investisseurs communs, etc. Bon, ça, c'est un petit micro-monde de la French Tech, mais ça nous a amené pas mal de premiers clients et avec pas mal d'AUM assez rapidement. Et puis après, sur le côté B2B, la trésorerie des boîtes, en fait, on s'est fait un plan où on a listé en fait toutes les catégories. En fait, tu as des secteurs où structurellement, tu as plus ou moins de cash excédentaire dans ton business. Tu as des secteurs qui sont tout le temps en BFR négatif, qui n'ont jamais de cash à placer. D'autres qui ont beaucoup plus de cash excédentaire, etc. Et donc, on a une petite roadmap qu'on va... Et également en partenariat. Par contre, le B2B n'est pas encore disponible sur la plateforme, pardon, je te précisais. Ouais. On a lancé que le B2C pour l'instant. Q1 on est en train de faire des intégrations techniques, etc. Ouais. Mais d'ici fin Q1 2025, j'ai du mal à me dire comment 2025, fin Q1 2025 ou début Q2 2025, ce sera disponible en ligne. Et bosser avec des Penny Lane, des Conto, etc. Sans commentaire, mais après, une boîte comme Conto, c'est une boîte qui a fait une grande partie de ses, je crois que c'est plus un secret pour personne, une grande partie de ses revenus l'année dernière, et elle est devenue d'ailleurs rentable grâce justement au dépôt de ses clients qu'elle ne rémunérait pas spécialement, mais sur lesquels elle touchait des intérêts. Donc voilà, il y a toujours des désalignements d'intérêts parfois entre les parties prenantes sur ce sujet. Hyper intéressant. Avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous recommander un bouquin, parce que je lis beaucoup, donc... Ouais. Oui, alors en fait, les bouquins business je parviens jamais à dépasser 50 pages. À chaque fois, j'ai l'impression qu'après, c'est vraiment la même idée qui est relayée pendant 300 pages. Donc, je n'arrive jamais à bout de bouquins business. Mais après, je peux peut-être recommander un bouquin non business. Bah ouais. Et là, en fait, en ce moment, je te dis ça parce que je suis en train de lire un livre que je trouve assez fascinant de Zweig. Zweig, je recommande tout de toute façon, mais qui s'appelle Les Traits régisseurs de l'humanité. Et en fait, qui est un recueil de 12 petites nouvelles où il raconte des moments très spécifiques de l'histoire. Et l'idée sous-jacente, c'est de dire, en fait, les moments forts de l'histoire, c'est pas du tout linéaire. Il y a des moments qui ont changé le cours de l'histoire, qui sont incroyables. Et donc là, par exemple, dans une des nouvelles, il raconte comment ils ont installé le premier câble transatlantique pour lier les États-Unis à l'Europe et créer, du coup, unifier l'Occident. Enfin bon, voilà. Donc Donc j'ai trouvé ça assez fascinant sur le côté progrès historique de l'humanité. Et puis sinon, je recommande vraiment ton podcast que je trouve incroyable. C'est sympa. Et que j'ai découvert il y a quelques mois. Et vraiment, j'ai trouvé que le format était ouf. Je sais pas, je suis un peu boulimique parfois sur ma consommation de médias. Et donc, toi, je me suis fait une cure de c'est bon, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire, il y avait de quoi faire. Il y en a encore beaucoup à découvrir. Encore beaucoup. Merci, Karen Laure. À bientôt. Merci, Solène. À bientôt. Salut.
Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.